pas plus à la discrimination positive, parce que je pense que votre voisine l'a très bien fait, en effet. Alors après, je ne sais pas si vous pensiez à un groupe ou une catégorie en particulier, parce que du coup de dire oui, mais certains en plus, qui sont ces certains dont vous vouliez parler? Est-ce que c'est le fait par exemple que des écoles... Moi je m'en fous qu'ils aient plus, c'est pas ça la question. Moi c'est pas une question juridique, c'est une question, est-ce que c'est compatible avec la notion qu'on défend nous communistes d'avoir la discrimination positive. Alors, moi je suis en grande difficulté pour répondre à des gens que je côtoie là-dessus. C'est tout. Alors, effectivement, du coup, je vais reprendre aussi ce que vous disiez. Il y a quand même quelque chose, moi, qui me gêne, hein. Et je pense qu'il faut être prudent, c'est de vouloir tout mettre dans tout. La laïcité, d'un coup, ça devient une lutte contre les inégalités sociales, parce que c'est un peu... Ça devient une lutte contre les pouvoirs dominants, le pouvoir de l'argent ou celui des médias, avec je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, mais est-ce que c'est le terme laïcité qu'il faut utiliser pour ça? Je veux dire, est-ce qu'on a eu un peu le même problème, ça fait maintenant plus de 15 ans que je travaille sur ces questions de discrimination, où on veut aussi tout faire porter à la lutte contre les discriminations, qui devient maintenant la lutte contre tout. Et du coup, ça ne marche pas, parce qu'on dit, vous voyez, on n'y arrive pas. Sauf que il faudrait circonscrire l'objet quand même. Et du coup, on lutte contre certaines choses avec la lutte contre les discriminations, on lutte contre d'autres choses avec la laïcité, on lutte contre d'autres choses avec les lois contre les inégalités sociales. Et il faudrait éviter à chaque fois de déshabiller Pierre pour habiller Paul, pour utiliser des termes très religieux pour le coup, concernant les saints. Voilà, c'est simplement là-dessus, en tout cas sur les terminologies. Donc la laïcité, elle n'a pas grand-chose à voir avec la question de la discrimination positive. L'égalité en soi est un principe et constitutionnel et républicain qui est puissant et qu'il faut à chaque fois redéfinir dans un contexte particulier. On ne cherche pas à la remplacer par d'autres c'est pas de la sémantique pour se faire plaisir. C'est pas la laïcité, c'est devenu le mot à la mode pour dire égalité, pour dire etc. Non, c'est quelque chose qui est circonscrit et qui est suffisamment complexe, qui pose suffisamment de questions pour pouvoir le maintenir tel quel. Juste redire deux mots. Un sur ce qui m'a fait réagir par rapport aux maires musulmans de Londres, c'est une interprétation française, effectivement. La différence avec les anglo-saxons, mais pas que les anglo-saxons d'ailleurs, c'est que le principe de laïcité n'existe pas en tant que tel, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une tolérance des différentes religions. On n'a pas forcément besoin de l'outil laïcité pour permettre à chacun d'avoir une liberté de conscience. En France, c'est le choix qu'on a fait. On l'appelle laïcité, ça s'appelle autrement ailleurs. Et dans les pays anglo-saxons, et notamment en Angleterre, on est moins sur le principe de... on ne dit pas quelle est sa religion, parce que c'est une affaire personnelle, et notre principe de laïcité fait que les hommes politiques n'ont pas à déclarer de quelle religion ils sont, etc. Là-bas, ça ne pose pas de problème. Les hommes politiques disent, moi je suis musulman, moi je suis protestant, moi je suis ceci, moi je suis cela. Donc c'est une identité. Quand on écoute les anglo-saxons, même les allemands, ça fait partie de l'identité de quelqu'un, comme son identité professionnelle, sportive, associative, politique, etc. Mais en France, vous avez raison, c'est ça qui a été retenu. Alors, ça relève d'une peur, c'est cette notion de grand remplacement qui est mise en avant. Oh là là, ça y est, ça commence par Londres, et puis après. C'est ça qui est donné comme idée. Donc bien sûr, ça c'est tout à fait néfaste en termes de représentation. Et la dernière chose sur laquelle je voudrais terminer, qui à mon avis est la plus complexe, c'est justement comment on fait vivre ces différents principes, puisqu'on vous l'avez redit, la laïcité, elle a pour but de faire vivre l'égalité. Mais cette notion d'égalité, justement, doit être à chaque fois réinterrogée à l'aune de cette laïcité. Parce que quand on parlait, j'utilisais ce terme-là qui peut poser question d'accommodement raisonnable
Par exemple, pour ce qui concerne les restrictions alimentaires dans les cantines, on voit bien tout le problème que ça a posé. Donc on se dit, bon, l'accommodement raisonnable, c'est de proposer un plat végétarien et puis un plat, le plat classique, et puis voilà, ça permet à chacun de s'y retrouver. Donc c'est un accommodement raisonnable. Pas toujours avoir ce même type de raisonnement. Si on part sur d'autres objets, alors, parlons de choses polémiques, qui sont par exemple les horaires non mixtes à la piscine. Ça pose un autre type de question. Est-ce qu'on peut aussi être dans le même cas sur des accommodements raisonnables sur ces sujets-là? Parce que qu'est-ce que ça va chercher d'autre comme notion? Donc forcément, ça interroge la question de la mixité, qui, je vous le rappelle, n'est pas une valeur. L'égalité est une valeur, la mixité non. Ceci étant, le principe, c'est que la mixité est quand même un produit qui favorise l'égalité femmes-hommes. C'est pour ça qu'on tient à cette mixité-là. Et donc, est-ce qu'on peut aller vers des accommodements de cet ordre-là qui, potentiellement, peuvent être à risque pour l'égalité femmes-hommes? Voilà. Donc après, c'est dans quelle mesure on peut construire des solutions qui en même temps vont tenir les deux bouts, voire les trois, voire les quatre. Et ça devient complexe, hein, j'entends bien. Hein. Mais avoir une laïcité relativement ouverte, qui en même temps ne contrevient pas à des valeurs essentielles, qui en même temps ne produisent pas, n'enfoncent pas davantage les inégalités sociales, qui en même temps, voilà, pour tenir tous ces bouts-là, c'est une gymnastique quotidienne et qui n'est pas simple, et je n'ai pas la solution. J'ai été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que, attention, l'idée d'avoir une laïcité, je vais utiliser ce terme-là, hein, j'ai pas mieux pour l'instant, mais une laïcité ouverte ou rassembleuse, comme dirait Jean Montbéraud, n'empêche pas d'être vigilant sur les risques liés à l'obscurantisme, etc. Hein, parce que c'est très souvent, quand on a cette posture-là, on nous dit « mais vous êtes naïf, vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe, il y a quand même quelque chose de rampant, là, de malsain. » Bien évidemment, mais attention à ne pas tout mélanger et à prendre les choses point par point, tout en, encore une fois, tenant les différents bouts. Les internats d'excellence ont quand même posé la question de la laïcité et de la discrimination positive, où on a opposé les villes aux campagnes, en considérant que les conditions sociales de vie, on n'en parlait pas dans les campagnes, ou si on parle de l'école, je pense, je n'ai pas de statistiques, j'ai rien de tout ça, hein, que l'illettrisme est bien aussi important, voire beaucoup plus, puisque justement il y a eu toutes les politiques de la ville qui ont été mises en place, qui ont permis de rééquilibrer à un moment donné, mais des gamins des classes défavorisées, il y en a autant dans les campagnes que dans les villes. C'est ce que je pense, pas le même nombre effectivement, mais ils existent aussi. Quand on sait aujourd'hui les difficultés de transport, avec des gamins qui, le Conseil général avait arrêté le financement des transports par taxi pour rejoindre, etc. Donc après, nous, l'internat n'a pas le droit d'exclure. Enfin, l'école de la République, elle n'exclut pas, elle prend tout le monde. Donc au bout d'un moment, on a mis des critères. Donc là, voilà, c'est une question que j'ai pas de réponse. Voilà. Après, par rapport à la question que tu posais, Maryse, la Ve République et le fait qu'on ait financé les écoles privées. Moi, la question que j'ai à poser, comment un élu contrôle ces fonds qui arrivent dans les écoles privées, puisqu'à ma connaissance, il n'y a pas de conseil d'école, on ne connaît pas où va cet argent, etc. À ce sujet, je voudrais juste dire que la carte EMRA dans un établissement privé de Grenoble a été confisquée, je fais exprès d'employer ce terme, où les enseignants les ont prises pour monter des projets qui n'appartenaient plus aux lycéens, donc le droit à la culture pour le lycéen ou à l'activité sportive, etc., a été totalement nié. Alors je pense que comme il y a des parents qui sont intervenus, voilà, j'ai eu connaissance de ça à un moment donné. Donc moi je pose des choses en question, hein, je n'ai pas de réponse. Et puis la troisième question, pour revenir aux associations. C'est vrai que les associations sont aussi un moyen
pour certains parents d'entrer à l'école, et là je parlerai de l'intégrisme catholique. Voilà. Puis des enfants donc de milieux défavorisés pour qu'ils aient accès à un avenir, à une étude, etc. Mais prenons les gens de situation moyenne qui ne sont pas dans des quartiers, quand des gosses qui ont des difficultés dans les études, comment peuvent-ils ressentir ça? C'est ça le problème qui me... Plus qu'une question d'argent, de la politique de la ville, mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'il y ait une politique de la ville. Il devrait y avoir des moyens des communes pour qu'elles puissent répondre aux besoins de leur population. Il y a des élus qui sont élus par la population, qui ont un cadre qui est l'État, qui sont les lois, etc. Et qui, théoriquement, devraient... C'est sûr que s'il n'y a pas de pouce-pouce après dans les luttes, il y en a certains, ils ne vont pas se mobiliser, mais c'est aussi ça, être citoyen. C'est choisir ces élus en fonction de ce qu'ils défendent. Prochaine, donc le décor est aussi planté. Moi, ce que je regrette dans l'école dans laquelle je suis maintenant depuis un certain nombre d'années, c'est justement d'avoir confondu la laïcité, de l'avoir érigée en principe, et au nom de ce principe, ne pas être arrivé à faire en sorte que les établissements scolaires soient des lieux de débat, et où on permette aux gens de penser. Pendant très longtemps, on a été, et nous-mêmes hein, d'ailleurs, aussi, coincés dans un argumentaire qui était il ne faut pas que l'on débatte trop dans les établissements scolaires. Bon, moi j'ai de la chance, en 68 j'étais en 6e, donc j'ai connu les post-68 tard, on a débattu dans les établissements scolaires. Mais à un moment donné, on s'est arrêté de débattre en se disant, si on parle de politique, donc c'est-à-dire que si on parle d'autre chose que du carcan dans lequel on va enfermer les gens, eh bien effectivement on va permettre à d'autres gens de pouvoir s'exprimer. Et c'était la pire des choses. Les premiers voiles, je me souviens, moi j'avais eu un débat dans l'Isère rhodanienne à l'époque, où j'avais dit, moi le voile il ne me gêne pas dans l'école. Puisque si nous sommes assez forts, ben, le voile elle l'enlève. Or on a renoncé à ça, sous prétexte qu'il fallait effectivement stigmatiser les gens, les montrer du doigt, et surtout ne pas réfléchir sur le pourquoi des choses. Voilà. Et en commençant par la stigmatisation, sans commencer par le pourquoi des choses, je crois qu'on a rejeté un débat, alors qu'on aurait pu s'en emparer pour faire autre chose avec ces jeunes filles. Et ça, c'est quelque chose que je répète profondément dans mon école. Enfin, dans mon école, dans le système dans lequel je suis maintenant depuis un certain nombre d'années. Je voudrais aussi dire que la discrimination positive, puisqu'on en a parlé, alors si c'est donner plus à ceux qui ont moins, pourquoi pas? Peut-être choquer les gens. Mais nos listes politiques aujourd'hui, elles sont toutes quelqu'un issu de la diversité, ou issu de l'immigration. Là oui, c'est une réalité. Et tout le monde s'en empare de ça. Et je trouve que là, voilà, ça fait aussi partie des choses, moi, qui me dérangent. C'est pas parce qu'on a un petit beurre ou un petit turc, ou n'importe quoi, ou un petit noir, enfin, moi j'ai touché, qu'on est forcément meilleur que l'autre à côté. Et ça, je crois qu'il faut quand même qu'on y réfléchisse, et même dans nos pratiques d'élus, en particulier dans nos structures municipales ou paramunicipales, qu'à force de faire rentrer quelqu'un, parce que ouais, c'était la diversité, ben on n'a pas tout vu. Hein, et on a aujourd'hui un certain nombre de communes qui s'interrogent sur l'engagement des gens qu'elles ont embauchés, en particulier dans le cadre du fait religieux et dans le cadre d'un enseignement religieux qui est celui des caves et pas celui qu'il devrait être même à l'intérieur de l'école. Moi je pense qu'il faut quand même que là-dessus aussi, nos pratiques de politique, mais il faut qu'elles soient interrogées. Et puis, sur l'école, parce que je vais quand même vous dire qu'il s'y passait des choses bien, la formation des enseignants qui a été laissée quand même en jachère depuis fort longtemps, qui peut les amener à réfléchir à d'autres pratiques. Et alors je vais quand même vous donner une lueur d'espoir. Dans mon établissement, on a été récompensé au niveau national le 30 mars, parce qu'on a mis en place, au niveau national, parce qu'on a eu le prix de l'éducation, dans le cadre du prix de l'éducation des quartiers défavorisés, et dans le cadre des règles, parce qu'on a mis en place un projet qui s'appelle la discussion à visée philosophique, et qui est un projet qui est soutenu par la recherche et par des enseignants de l'établissement, qui vise à faire réfléchir les élèves sur des sujets philosophiques. Et donc, à faire en sorte que leur pensée, on la respecte, on essaie de se respecter dans nos pensées, mais on essaie aussi de leur apporter autre chose dans le cadre de cette pensée qui est donnée par l'extérieur. Mais je crois que, oui, on peut... Alors après, ça, c'est ce qu'on peut faire. J'ai envie de dire tout ça, c'est des emplâtres sur des jambes de bois. Moi, je suis convaincu que tant qu'on n'aura pas une autre organisation sociale de ce monde, et on n'arrivera pas à créer des solidarités, mais bon, ça fait 40 ans que je me bats, j'ai pas fini, et je m'arrêterai jamais là-dessus, au moins dans ma tête, si ce n'est au moins sur le terrain. Mais ça, je crois aussi qu'il faut réfléchir à peut-être mettre en place des choses pour que ça se passe le moins mal possible, mais en étant très vigilant sur ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Chez moi, les mamans voilées, elles rentrent, elles vont faire des sorties avec les élèves. Pour moi, ça me semble essentiel. J'ai pas le droit de dire à un élève qu'à maman les voilées, elle ne vient pas.
Moi, les mamans volées, je les embrasse. Voilà, je veux dire, je vis avec tous ces gens et pour moi, ça me semble essentiel dans notre mission qui est celle d'un service public. Parce que le service public, ce n'est pas mettre l'autre au pilori, pardon, ce n'est pas l'écarter de son devoir de citoyen, le jeter. Voilà. Sur la question des zones rurales, pour te répondre, ça a été pris en compte effectivement dans la réforme de la géographie prioritaire, puisque avant, politique de la ville, c'était simplement les US, ce qu'on appelait les zones urbaines sensibles, et désormais, depuis 2014, effectivement, il y a des zones rurales qui font partie de quartier politique de la ville. Quartier politique de la ville, c'est plus complexe que ce que tu disais, c'est pas les élus, ils ont le choix, ils peuvent mettre, c'est une politique spécifique. Les élus, ils ont ce qu'on appelle, ils interviennent sur leurs droits communs. Voilà, et la politique de la ville, c'est une politique de rattrapage des territoires. Pour donner quelques chiffres qui sont quand même assez parlants, sur Échirol, on a un quartier qui s'appelle Essars-sur-Yeu, le taux de chômage c'est 44% des jeunes, donc 3 fois plus, 4 fois plus la moyenne. Le taux d'enfants vivant sous le seuil de pauvreté c'est 70%. Voilà, donc on a vraiment besoin, non mais c'est bien de rappeler ces chiffres parce que ça montre, ça fait 30 ans qu'on a la politique de la ville, ça n'a pas rattrapé, mais ça aurait pu être pire. C'est une ambulance, la politique de la ville aujourd'hui. Mais si on n'avait pas fait ça, ce serait pire aujourd'hui. Je reviens juste sur la question du voile, puisque tu l'as parlé, je me rappelle de ce débat sur le port du voile, c'était un dilemme, on avait reçu plein de personnes et on s'était dit, mais que faire si on exclut pas? Depuis, j'ai mûri. Je pense que le tournant, il a été là, rapport Barouin, loi sur le voile 2004, il y a eu le traité constitutionnel qui rappelait aussi les origines chrétiennes de l'Europe. Et du coup, on est passé à cette nouvelle laïcité que moi j'appellerais une laïcité communautaire, où c'est une laïcité défensive contre tout ce qui n'est pas d'origine occidentale. Et tu l'as rappelé, Pierre, c'est le choc des civilisations de Samuelson. Ce qu'il disait, c'était l'axe du bien, l'axe du mal. C'est ça, et ça a été repris d'abord par Bush, puis ça a été repris par des politiques français. L'axe du bien, les occidentaux, les origines chrétiennes, et l'axe du mal, les autres. Pour répondre du coup à la question, mais que faire aujourd'hui, puisqu'on parle de discrimination positive, de choses, et machin, on mélange tout. Je ne me prononcerai pas sur la discrimination positive, parce que je ne sais pas. Je me dis qu'à un moment donné, il y a eu la parité femmes-hommes, et ça a permis à des femmes d'accéder en politique. C'était un outil, c'était de la discrimination positive. Aujourd'hui, ça a été ça. Ah bah quand même, le nombre d'élus au niveau de depuis la loi de la parité, juste le conseil départemental, 50%. Juste le conseil départemental, 50%, 49% de femmes, alors que c'était à 7%. Voilà. Je sais pas après si les beurettes servent de caution dans les listes et tout. Je sais qu'aujourd'hui, ils ou elles, ces Français citoyens à part entière, avec voilà. Dans les quartiers, ne se sont pas représentés. Il y en a. Alors parfois ça sert de caution, parfois pas, etc. Mais aujourd'hui la réalité c'est celle-là. C'est comme le boulot, ils n'en trouvent pas. Ils envoient 300 CV, ils n'en trouvent pas. La laïcité c'est un outil qui parfois est obsolète. Aujourd'hui on le voit, il est obsolète et qui doit évoluer avec son temps. Voilà, ça doit comme tout outil. Et ça reste un outil en fait. Et on attend de lui à ce qu'il y ait de l'égalité, à ce qu'il y ait plein de choses, etc. Mais le préalable nécessaire pour que cet outil marche, pour moi, c'est lutter contre les discriminations et assurer l'égalité sociale. Deux remarques comme ça, je picore. La première chose peut-être, je ne suis pas sûr que la discrimination positive soit au cœur du problème, mais j'entends qu'il y a des questions autour de ça, ça mérite un sujet effectivement à part entière, et il faut quand même se rappeler dans quel contexte elle a été inventée. C'est-à-dire elle a été inventée par Sarkozy au départ, pour y compris... je pense qu'il y avait une volonté derrière de mettre en œuvre cette sorte d'idéologie du mérite. Et donc, en glissant, parce que c'est vraiment un autre débat pour moi, mais je crois que, en tout cas, ça avait vocation, d'une certaine façon, à être une entaille dans le principe d'égalité. Un renversement de choses qui reléguait l'égalité un peu aux oubliettes. Et moi, je trouve qu'il y a une idéologie derrière qui est un peu préoccupante. Et peu importe, c'est vraiment un autre débat. Après, ça peut soulever un certain nombre d'autres questions que tu évoquais sur les discriminations existantes et la manière de s'y attaquer. Je pense qu'il y a un vrai sujet là.
Mais je ne suis pas certain que telle qu'elle a été conçue dans le débat public, enfin, théorisée, etc., elle apporte les réponses. Mais enfin, voilà, c'est un débat qu'il faudra poursuivre. Moi, j'ai fait exprès dans mon propos de ne pas aborder des questions concrètes qui viennent dans le débat public régulièrement. Parce que je crois que si on parle des questions concrètes, on oublie rapidement de quoi il s'agit, de quoi on parle, et on convoque la laïcité, c'est la solution miracle qui vient tout régler, et qui, au final, ne règle rien. Donc quand on se retrouve face à des problèmes concrets, je crois qu'il faut les traiter pour ceux qui sont. Et quand alors tu évoquais la question du voile, qui est sans doute la question la plus épineuse, celle par laquelle tous ces débats reviennent le plus et ont émergé, avec des lectures de la chose qui sont quand même assez problématiques, parce que l'analyse de ce phénomène-là, du port du voile, mériterait quand même beaucoup d'explications. Il y a des raisons diverses pour lesquelles des femmes ou des jeunes femmes choisissent de porter le voile, et je ne parle pas du voile intégral, il faut faire la distinction. Et effectivement, on est rentré dans une logique où, sous couvert de laïcité, il s'agissait d'interdire l'expression de convictions religieuses. Et donc il y avait une hypocrisie dans le positionnement d'un certain nombre de gens dans le débat public, parce que les convictions religieuses qu'on voulait surtout pas voir, c'était l'islam, c'était celle-là, et y compris parce que derrière il y a tout l'inconscient colonial et compagnie, hein, on ne raconte pas d'histoire. Donc, or, la laïcité n'interdit pas l'expression de convictions religieuses. Ce qu'elle proscrit, c'est l'exercice d'un pouvoir au nom de la religion, et qui s'imposerait de fait à tous les citoyens, quel que soit le fait. Voilà. Donc c'est ça le sujet. Donc si on veut frapper d'obscénité les convictions religieuses, tout à l'heure j'ai fait l'ellipse là-dessus, mais frapper d'obscénité les convictions religieuses, je crois qu'on va se tromper rapidement, et on va permettre justement à tous les obscurantismes, à tous les intégrismes, de progresser à la vitesse grand V. Or, c'est un peu ce qu'on a fait, la réaction républicaine telle qu'elle a été portée, notamment incarnée par la droite, mais pas seulement, hélas. Elle a donné des outils à ceux qui avaient d'ailleurs une conception de la religion très réactionnaire dans leur propre courant de pensée. Voilà. Et donc elle a permis que se développe tout un tas de crispations identitaires. Je trouve que ça a été assez désastreux. Au contraire de permettre un débat serein, bon, c'est un peu ce que tu disais, moi je me retrouve assez dans la manière dont tu as présenté les choses, au lieu de permettre un débat serein dans lequel chacun peut s'exprimer, etc., etc., on a été rapidement dans une laïcité qui a été vécue comme un outil de stigmatisation, de discrimination, une liste d'interdits, etc., etc. Et c'est pour ça que j'ai insisté dans mon propos sur la dimension émancipatrice de ce principe-là. Parce que si on ne porte pas la dimension émancipatrice de la laïcité, ben effectivement, on va la laisser être une pomme de discorde permanente, et on va trouver des gens dans un certain endroit qui vont venir me dire « mais moi, la laïcité, j'en veux pas, parce qu'elle est la négation de ce que je suis, de mon identité, etc. etc. » Et donc, vous voyez, le renversement de choses qui s'opère, et qui fait qu'on ne sait plus de quoi on parle au bout du compte. Donc, et moi je pense que la laïcité, bien évidemment, elle nous renvoie à la question sociale. Et d'ailleurs, dans le débat qui est en train d'émerger, il y a un article dans Le Monde il y a 2 jours, relativement préoccupant, mais qui relate des offensives à gauche autour de cette question de la laïcité, notamment autour de Manuel Valls, qui a lancé effectivement un certain nombre d'offensives. Il a commencé en stigmatisant l'Observatoire de la laïcité, qui est dirigé aujourd'hui, présidé par Jean-Louis Bianco, et il a poursuivi, et il a mis en mouvement des gens autour de lui sur cette idée-là, parce que, évidemment, poser la question identitaire, c'est essayer de faire disparaître la question sociale. Voilà. Or, la laïcité ne fait pas disparaître la question sociale, bien au contraire. Et donc je crois qu'il faut combattre cette conception de la laïcité qui est, enfin on peut la qualifier d'identitaire comme ça a été le cas dans les travaux de Jean Bobéro, mais il ne faut pas tomber dans ce panneau-là, et bien au contraire, si on en prend le principe politique tel qu'il est, je crois que ça permettra de mener la bataille correctement. Alors après, bon, on pourrait évoquer la question de l'école, qui est une question un peu sensible de différents points de vue, parce que là je vais m'embarquer dans un propos qui pourrait être long, mais ce
qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, les établissements, ce qui est problématique, d'une certaine façon, c'est lorsque l'éducation est exercée par des forces qui sont des forces du privé. C'est ça. Voilà, du privé. Parce que la faiblesse du service public d'éducation aujourd'hui permet l'émergence d'un certain nombre d'établissements qui ne fonctionnent pas et ne recrutent pas principalement sur des critères confessionnels, mais sur d'autres critères que cela, qui fait que j'ai les moyens, je pense que là, il va y avoir un meilleur service qui va être rendu en termes d'éducation à mon enfant, et que donc je vais aller le chercher là. Et vous avez dans les établissements catholiques des gens qui y vont, y compris des musulmans, voilà, pour ces raisons-là. Et donc ça pointe la faiblesse du service. Moi je pense que le premier défi en termes d'éducation, il est là. C'est Victor Hugo le disait déjà d'ailleurs au milieu du 19e siècle. Mais le premier défi à relever, c'est la qualité du service public d'éducation. Voilà. Et donc, quand on met l'argent dans le privé, on ne peut pas le mettre dans le public. Non, mais je pense que de l'argent, il y en a. Voilà. Oui, non, ne tombons pas là-dessus parce que... Au départ, aujourd'hui, la situation est comme ça. Mais en 1958, la situation était différente. Non, mais de l'argent, il y en a. Et après, aujourd'hui, sur les établissements... Il n'y avait pas besoin de payer. Mais voilà, c'est trop tard, j'y suis rentré. Mais c'est raté. Aujourd'hui, et là où on peut discuter, je ne suis pas en désaccord avec ça, mais je pense qu'il faut vraiment pointer le premier défi qui est celui-là. Ensuite, aujourd'hui, la plupart des établissements privés, y compris professionnels, sont des établissements sous contrat. D'accord ? Donc, ils s'exercent sous la forme d'une délégation de service public à tel point qu'au moment du débat sur le mariage pour tous, quand le délégué général de l'enseignement catholique est monté au créneau en disant voilà, je vous préviens, nous on n'est pas d'accord, on va faire 1 heure d'enseignement dans tous les établissements pour expliquer pourquoi c'est pas bien cette loi, etc., etc., etc. Très très vite il a fait machine arrière parce qu'il était en train de rompre le contrat. Il était en train de rompre le contrat. Donc, voilà, il faut regarder les choses dans la complexité. On est dans une forme de délégation de service public qui est sans doute tout à fait contestable et discutable, sur laquelle d'ailleurs, y compris parmi dans les différents courants religieux, il y a des interrogations qui émergent. Dans l'enseignement catholique aujourd'hui, un certain nombre de gens disent, mais finalement, on est sous contrat, on applique les programmes de l'éducation nationale définis par le ministère public, donc quelle est notre raison d'être ? Donc c'est une question qui est en train de faire son chemin et il faut sans doute avancer là-dessus. Mais moi je voulais pointer dans le défi pour ne pas comment dire que la question soit... il faut la prendre dans son ampleur et donc on voit bien que construire une école de la réussite pour tous, pour toutes et pour tous, je crois que c'est ça le défi majeur et on va régler un certain nombre de problèmes. Mais, et je déborde un peu, vous regardez ce qui se passe aujourd'hui autour d'Academia. Academia c'est absolument pas confessionnel, hein. Mais ça montre un défaut dans le service public d'éducation, qui, bon, ça mériterait d'autres débats, je vois qu'elle hoche la tête, mais en tout cas, on voit bien que là, il y a des gens qui essayent de... Et là, c'est des forces du privé, hein, qui essayent de faire de l'éducation une marchandise, et qui s'appuient sur les faiblesses, y compris du service public tel qu'il est aujourd'hui, dans le domaine de l'éducation, mais comme dans d'autres domaines. Donc, l'enjeu du service public, il est, à mon avis... c'est pas qu'un enjeu de quelle manière est-ce que je m'habille quand je me rends dans un service public. On a un enjeu qui est beaucoup plus vaste que celui-là. Sur l'idée que il y aurait des solutions très simples à mettre en œuvre, il suffirait d'édicter la loi et que la loi serait la solution à toutes les questions qu'on se pose. Je pense que là aussi il faut discuter. Parce que moi je suis favorable à la loi, vous voyez, je pense que la loi est nécessaire, et je ne vais pas dire ça aujourd'hui où on manifeste pour le code du travail. Donc, la loi est absolument nécessaire, mais en même temps, il me semble, et ça je m'appuie sur les travaux, les réflexions de Roland Gori là-dessus, qui est donc un psychologue que peut-être vous connaissez, qui critique la protocolisation des rapports sociaux. C'est-à-dire l'idée que pour réguler les relations humaines, eh bien, tout devrait être codifié. Face à un problème, je fais petit A, petit B, petit C. Voilà. Et la solution est trouvée. Et je pense dans un certain nombre d'entreprises, aujourd'hui, c'est ça qu'on essaie de... Dans les relations entre salariés, entre services, etc.,
Voilà, c'est ça. Donc, or, on ne peut pas tout régler de cette façon-là. Donc, la loi existe et elle doit être faite pour l'intérêt général et pas pour les cas particuliers. Bien souvent, sous l'ère Sarkozy, notamment, on a légiféré pour des cas particuliers, et notamment sur des questions qui sont dans le champ que nous évoquons aujourd'hui, et je ferme la parenthèse. Et donc, il y a besoin, je crois, aussi d'avoir des outils, et donc c'est pour ça que j'ai été intéressé à écouter ce que disait Tarek, et puisqu'on dit les camarades élus dans la salle, des outils de mise en œuvre qui ne sont pas nécessairement la loi ou inclus dans la loi, et qui font que face à un problème, on cherche à le résoudre ensemble. De la laïcité au niveau national laïciste, il n'a pas de déclinaison locale, institutionnelle, je veux dire, mais ça mériterait que sur le territoire, on ait des gens qui soient capables de se déplacer pour essayer de dénouer un certain nombre de choses, pour essayer d'éclairer un certain nombre de conflits et de regarder, bien, tu évoquais un certain nombre de sujets, voilà, ça c'est acceptable du point de vue de l'intérêt général, de la République, de ce que nous pouvons construire en commun, etc. Et ça ne l'est pas. Bon, il y a des choses avec lesquelles, évidemment, mais c'est pas parce que c'est religieux, c'est parce que l'égalité homme-femme, il n'y a pas lieu de réfléchir avec ça. Alors voilà, c'est le mot d'accommodement raisonnable, mais ça c'est un débat compliqué. Là-dessus, il est un peu ambigu parce que il laisserait à penser justement qu'on va transiger sur les fondements, quoi. En tout cas, certains l'utilisent comme ça dans le débat public. Or, je pense qu'il ne s'agit pas de faire cela. Oui, quand j'évoque ces logiques de médiation, de construction populaire sur le terrain, etc., je ne suis pas sûr qu'on soit dans de l'accommodement, mais on est dans la construction de réponses communes au quotidien, et il me semble que ça peut permettre d'avoir une laïcité qui soit réellement vivante, et non pas le truc figé que certains voudraient en faire, qui vous tombe dessus et qui vous écrase. La manière de sortir des affrontements tels qu'ils se sont construits, la laïcité bien sûr est une issue, mais il y a besoin je crois, je le dis souvent quand on m'interroge sur comment on s'en sort, il y a besoin de mener des combats communs. Autre chose que de discuter simplement de se contenter de discuter de la cantine, la longueur des jupes des filles. De la longueur des jupes des filles, exactement. Voilà. Et donc, je crois que ça mérite, en tout cas, ça appelle de la politique, ça appelle l'élévation du débat, et de faire des choses ensemble, et on va sans doute se découvrir autrement, se découvrir avec des convergences, avec des espoirs communs, etc., etc. Je crois que ça va aussi décrisper un certain nombre de choses, et on a besoin de ça pour sortir de l'affrontement identitaire, et je pense mener réellement la bataille de l'égalité, mais aussi de la liberté. Je vais me permettre de rajouter ça. On n'a pas parlé des attentats qui se sont déroulés au mois de janvier 2015 et au mois de novembre. Bien évidemment, c'est venu bousculer profondément un certain nombre de représentations, notre manière de vivre ensemble. C'est venu ajouter des peurs, sans doute pour partie légitimes. C'est venu aussi conforter certaines lectures de la société. Tu évoquais l'affaire du maire musulman, je mets des guillemets. C'est effectivement beaucoup les médias français qui ont rapporté les choses comme ça, et de l'autre côté de la Manche, ils ont été choqués par la manière dont les médias français ont rapporté les choses. Je lisais des articles là-dessus en disant, mais ils ont été interpellés en tout cas par la manière dont ça a été rapporté chez nous. Alors ça ne fait pas de l'Angleterre un modèle du point de vue du vivre ensemble, parce que je pense qu'on est vraiment dans un autre registre qui mériterait d'être discuté, mais je ne vais pas me lancer là-dedans. Liberté, égalité, fraternité. Moi, je pense que c'était une réaction qui était positive, parce qu'il y aurait pu y avoir dans le contexte beaucoup d'autres réactions. Vous voyez, le mouvement Pegida en Allemagne, etc., c'est pas le même registre. Bon, ça, c'était très bien, mais en même temps, beaucoup de gens ne s'y sont pas reconnus. Si on refuse de voir ça, et je ne porte pas un jugement moral là-dessus, si on refuse de voir ça, on a un problème. Et ils ne s'y sont pas reconnus, pourquoi? Bon, il y a de multiples raisons, mais il y en a au moins une que je voudrais citer ici. C'est qu'ils n'avaient pas forcément envie de dire « vive la République telle qu'elle est ». Avec les inégalités profondes qu'il y a dans ce pays, les difficultés qu'on a à exister, à s'exprimer, avec la fraternité qui n'est pas toujours au rendez-vous, etc. etc. Et donc, ça a révélé, je crois, quand même des fractures auxquelles il faut s'attaquer. Alors, on a beaucoup parlé de laïcité après les attentats de janvier, sans doute à juste raison, de liberté d'expression, etc. etc. Bon. Et j'ai constaté qu'après le mois de novembre, on était plutôt dans le même registre.
On était dans la sécurité, on était d'ailleurs pour partie hors du droit, et je pense que quand on parle de laïcité, on parle de droit, et le fait qu'on en soit sorti avec l'état d'urgence, avec la déchéance de nationalité qui créait des apatrides, etc., je pense que ça donne matière à réfléchir, et y compris sur l'idée que la République elle-même ne serait pas capable d'affronter ça, et qu'il faudrait en sortir pour affronter donc, justement ces problèmes-là. Donc voilà, il me semble que à la faveur de ces événements, moi ça m'a donné envie de reparler à nouveau de laïcité de la manière dont j'essaie de le faire, parce que je crois que toutes les instrumentalisations sont possibles à partir de là, qu'il ne faut pas leur laisser de l'espace, et donc il faut effectivement développer une conception qui ne soit pas une conception d'une certaine façon quasiment anti-républicaine des choses, mais qui permette au contraire de continuer à construire du vivre ensemble, à construire de la solidarité et à construire des perspectives communes dans notre pays. La justice et la lutte contre les discriminations. Et notre collègue, elle l'a rappelé dans son intervention, en fait, il faut qu'on fasse attention, que ce soit au niveau local, ou national, ou international, moi je le sens comme ça, est-ce qui est en train de se passer. Avant la Révolution française et avant le monde, au bout du XVIIIe siècle, comme ça, le monde est arrivé à un stade où il ne peut plus avancer avec les institutions de l'époque. Il allait tomber dans une temporalité très dangereuse. Il y avait, heureusement, les philosophies de lumière qui ne sont pas que propres à l'Europe, parce que ça existait dans le Maghreb ou dans l'Orient, des grands mouvements comme ça, ce qu'on appelle le mouvement de la Renaissance, et qu'ils ont développé plein des idées communes avec les idées des philosophes des Lumières. Et c'est venu la Révolution française et elle a rompu avec la monarchie, le machin. La République, elle est venue, ce nouveau mot-là, qui a garanti, d'une manière ou d'une autre, à arriver à un système. Il fallait l'affiler, il fallait qu'il se batte, il fallait la contre-révolution, il fallait de nouvelles idées, où la société vit un apaisement. On n'élargit pas le système démocratique, on ne donne pas plus de pouvoir à l'autre, aux citoyens en fait, un pouvoir d'agir, et ainsi de suite. Il va tout faire pour nous ramener à son pouvoir absolu, eh bien, pour gagner plus d'argent, bien sûr, pour faire des ségrégations d'une autre manière, pour essayer de créer une autre nouvelle temporalité. Mais je pense que avec le retrait du projet de loi de la révision constitutionnelle, ces hommes et femmes qui ont manifesté, qui ont signé les pétitions, c'est des vrais laïcs, c'est des gens, des vrais laïcs qui sont de gauche, qui sont de droite, mais c'est des vrais laïcs qui ont fait reculer cette chose qui tue la laïcité. Pour tuer la laïcité, il n'y a pas de plus facile. Tu crées une peur généralisée. Les gens qui ont fait les attentats, qui guident le terrorisme aujourd'hui islamique soi-disant, ils ont manifesté dans les manifestations avec Marine Le Pen pour le mariage. Pour tous. Pour tous. On voit ça. Comment les extrêmes peuvent s'unir? Après, ils vont faire quoi? Une fois, ils se sont unis. Ils ont tué le vivre ensemble. Ils ont tué la liberté. Ils ont tué la liberté de conscience. Comment ils vont faire? Ils vont continuer à se tuer entre eux. Et c'est là le rôle d'une politique émancipatrice que portent toutes les idées autour d'un combat social, de justice et d'égalité et de lutte contre les discriminations.